Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement camerounais résolu à trouver une issue à la crise anglophone. Après Bamenda, le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté s'est rendu à Buea ce mardi avec une offre de dialogue. Les détails dans ce journal. Guy Loando se met au service du peuple congolais. Le sénateur qui a récemment lancé la fondation Widal ambitionne d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Il est avec nous sur ce plateau pour en parler. Et puis aménagement de cette nouvelle zone franche en Égypte, des zones franches qui devraient abriter plus de 1000 projets industriels et générer près de 120 000 emplois. Au Cameroun, le gouvernement veut préserver la paix et l'unité coûte que coûte. Le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté effectue actuellement une tournée dans les régions en crise, porteur d'un message de paix et d'une offre de dialogue. Il faut dire que la paix a été mise à rude épreuve au nord et au sud-ouest par la crise anglophone et au nord par le groupe terroriste Boko Haram. Un reportage de Corinne Kamsefehem commenté par Siamlo Victoria Sedi. Longtemps considéré comme un havre de paix en Afrique de manière générale, le Cameroun traverse depuis quelques années des zones de turbulence qui fragilisent considérablement la stabilité, la paix et l'unité nationale. Environ 4 régions sur les 10 que compte le pays sont principalement concernées. L'unité nationale est menacée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Déjà, l'insurrection des anglophones touche les régions du nord-ouest et du sud-ouest et accessoirement les régions de l'ouest et du littoral. Mais il y a une autre menace qui a émergé ces derniers mois et qu'on a tendance à minimiser, c'est le phénomène des prises d'otages avec demande de rançon qui touche principalement les régions de la Damawa et de l'est du Cameroun. Affaibli mais toujours actif, le groupe terroriste Boko Haram a multiplié ces dernières semaines des actes de prédation et d'agression dans la région de l'extrême nord. Du côté de l'armée camerounaise, la mobilisation n'a pas faibli. Le Cameroun a acquis des matériels militaires majeurs pour lutter contre Boko Haram. Le Cameroun a déployé des effectifs importants pour faire face aux insurgés anglophones et pour lutter contre le banditisme dans la région de la Damawa et dans la région de l'Est également. Plus en plus, l'armée camerounaise mène des actions civilo-militaires, au premier rang desquelles des actions d'influence. La zone frontalière avec la République centrafricaine constitue toujours une zone potentielle de crise, même si en Centrafrique, le processus de pacification semble porter des fruits. À noter que depuis 2013, les crises sécuritaires au Cameroun ont causé près de 4000 morts et provoqué le déplacement d'environ 1,3 million de personnes. La Banque africaine de développement au chevet du Congo, le pays bénéficiera d'une enveloppe de 2 milliards de dollars pour faciliter la mise en œuvre du programme national de développement 2018-2022. Une annonce qui intervient quelques jours après l'annonce d'un accord avec le Fonds monétaire international. On fait le point tout de suite dans ce sujet de la rédaction. Sous réserve de son conseil d'administration, la Banque africaine de développement mettra à la disposition du Congo un montant de 2 milliards de dollars pour soutenir le programme national de développement 2018-2022 à condition que le pays conclue un accord avec le Fonds monétaire international. Le pays de Congo fait partie de pays fondateur de cette banque. Et depuis que nous avons commencé la programmation, le financement de ces pays depuis 1972, nous avons fait le financement de 770 millions de dollars américains. Il y a une impulsion de faire plus dans ces pays. Donc je voudrais vous assurer que la Banque africaine de développement sera là. La Banque africaine de développement a sollicité la participation du Congo à l'accroissement de son capital au cours de la rencontre entre son président Akinwumi Adesina et le président Denis Sassou Nguesso le 11 mai 2019 à Oyo, au nord du pays. La BAD s'est aussi engagée à accompagner le Congo dans la mise en œuvre de tous ses projets de transformation. Je ne vois pas aucune raison pour laquelle le Congo fait l'importation de produits de denrées. C'est la raison pour laquelle, dans notre financement, il y aura un financement de 83 millions de dollars pour la création des zones spéciales
pour agro-industrialisation. La Banque africaine de développement possède désormais un bureau sous-régional à Yaoundé au Cameroun. Elle a déjà consacré 13 milliards de dollars de financement en Afrique centrale. Akinwumi Adesina a entamé une tournée en Afrique centrale du 10 au 18 mai, quelques semaines après l'engagement de la BAD à investir 4,4 milliards de dollars dans le cadre de sa stratégie 2019-2025 visant à soutenir le développement en Afrique centrale. Dans le reste de l'actualité, Guy Luando s'engage pour le développement de la République démocratique du Congo. Ceci à travers la fondation Ouidal, lancée le 5 mai dernier à Kinshasa. Un lancement en grande pompe en présence de nombreuses personnalités. Concrètement, le sénateur ambitionne d'améliorer les conditions de vie des populations. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Guy Luando, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu sur le plateau d'Africa 24. Alors on l'a dit, hein, la fondation Ouidal vient d'être lancée à Kinshasa. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre une telle initiative? Quels sont les idéaux qui vous animent? Les idéaux, d'abord la première motivation, c'est que au-delà d'être un avocat, d'être administrateur de société, et ça c'est dans le privé. J'estime que après avoir fait tout ça, je me suis vu dans l'obligation, sinon dans l'opportunité, dans le cadre de la nouvelle dynamique qui est mise en place à travers le pays. Comme vous le savez, il y a eu des élections dans mon pays, il y a eu les nouvelles institutions qui sont mises en place, il y a un nouveau chef de l'État qui a été élu. J'estime que je peux, moi, à mon niveau, dans le cadre de ma fondation, apporter ma petite pierre dans le cadre de l'élan national qui a été déjà mis en place. Alors c'est une fondation qui vise le développement intégral de la population congolaise, mais comment comptez-vous procéder pour atteindre cet objectif? Quelles sont les actions concrètes que vous avez entrepris ou que vous comptez entreprendre? Alors les actions concrètes, d'abord à travers nos partenaires traditionnels avec qui nous sommes en accord. Nous avons d'une part accompagné nos membres pour les rendre de plus en plus entrepreneurs à travers des microfinances que nous allons mettre à leur disposition. Bien entendu, on les encadrera. Parce que nous avons... Et quels sont ces partenaires? Alors, il y a des banques privées sur place qui ont accepté d'accompagner la fondation, d'accompagner ses membres. Accompagner financièrement? Exactement. Donc, à travers des projets bien ciblés qui touchent vraiment le vrai besoin de la population congolaise. Et puis, de l'autre côté, il y a des centres de formation, notamment chez nous, on appelle l'INPP, qui est l'Institut national de préparation professionnelle, qui a accepté à ce que nous puissions envoyer certains de nos membres qui veulent apprendre devenir plombier, électricien, bref le métier, d'aller suivre des formations là-bas et lesquels frais de formation sont pris en charge par la fondation. Alors on l'a dit, vous êtes donc sénateur et vous avez déclaré que l'idée de créer cette fondation Ouidal est partie d'une réflexion approfondie sur la précarité de la situation sociale des habitants. N'est-ce pas là un aveu quelque part de l'échec du gouvernement congolais sur le plan social? Je ne dirais pas qu'il y a un échec. Il faut les reconnaître qu'il y a des gros efforts qui ont été mis en place depuis. La fondation Ouidal ne vient pas remettre en cause tous ces efforts qui sont là, mais d'accompagner cette nouvelle énergie, cette nouvelle dynamique pour que réellement la population congolaise, qui n'attend que ça tous les jours, puisse réellement vivre. Mais justement, est-ce que dans votre démarche, vous bénéficiez du soutien du gouvernement congolais? Le soutien, je dirais, vous savez, comme une ONG, il faut souscrire, il y a toute une procédure qu'il faut suivre et nous sommes dans ce processus-là parce qu'il y a des structures gouvernementales qui accompagnent ou qui appuient des organisations non gouvernementales de développement comme la nôtre. Donc nous sommes dans ce processus pour bénéficier des subventions de l'État, c'est dans le pipeline. Comme vous le savez, ce n'est que le 5 mai que nous avons fait notre sortie officielle et donc il n'y a même pas un mois que nous sommes sur terrain. Nous sommes confiants que nous allons bénéficier parce que le gouvernement ne travaille que pour le bien du peuple et comme nous venons les appuyer, accompagner cette bonne politique de rendre à la population son bien-être, nous sommes sereins et certains que nous allons bénéficier de leur appui. Alors, Monsieur Luando, vous faites beaucoup parler de vous depuis votre élection, votre arrivée dans l'hémicycle. Certains doutent de la sincérité de votre démarche. Y a-t-il des ambitions cachées derrière votre engagement? Je ne dirais pas. La seule ambition cachée, c'est comment concourir ensemble avec le grand effort, avec le nouvel élan qui s'installe au pays
pour offrir au peuple congolais ce dont il a besoin. Ça, c'est mon plus grand secret et c'est ça la motivation qui me pousse non seulement à mettre en place cette fondation, mais d'aller au Sénat, concourir avec les autres personnes qui sont expérimentées, parce que vous êtes sans ignorer que dans notre Sénat actuel, il y a des anciens premiers ministres, il y a des généraux, il y a des anciens ministres, des hauts cadres. Nous voulons aller bénéficier de leur expérience pour se mettre à la disposition de la population. Donc pas d'ambition politique derrière cet engagement. Ce qui m'amène sur ce plateau, c'est la fondation, dont j'aimerais que les gens qui nous suivent puissent entendre parler de cette fondation. Et si jamais ils veulent nous accompagner, si ces personnes estiment que les idées que nous véhiculons sont nobles, de nous accompagner avec les rapports pour que nous puissions donner à la population congolaise ce dont ils ont besoin. Merci Monsieur Guy Loando d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes sénateur en République démocratique du Congo, mais également avocat et donc président de la fondation Ouidal. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi Africa 24. L'Égypte à la conquête des investisseurs. Le gouvernement annonce l'aménagement de 7 nouvelles zones franches. Des zones franches qui offriront de nombreux avantages fiscaux, de quoi attirer de nouveaux capitaux. Les détails dans ce sujet de la rédaction. À travers un communiqué du 12 mai 2019, le gouvernement égyptien a annoncé qu'il allait aménager 7 nouvelles zones franches. Son objectif, attirer plus d'investisseurs et accroître les exportations nationales. Ces zones franches vont s'ajouter aux 9 existantes qui ont déjà attiré 2,15 milliards de dollars d'investissements directs étrangers et ont généré environ 194 000 emplois. L'Égypte a connu des problèmes sociopolitiques ces dernières années, notamment avec les changements de régime, des contestations de la rue et aussi le terrorisme, surtout dans le mont Sinaï. Donc aujourd'hui, ce pays-là se doit de rebooster son attractivité vis-à-vis de l'extérieur. Et je pense que cette décision d'ouvrir 7 nouvelles zones franches pour booster les investissements étrangers et même locaux est à saluer, dans la mesure où ça permettra à des investisseurs de s'installer en payant moins de frais, moins de taxes, et ça va soutenir durablement l'économie du pays. Ces nouvelles zones franches offriront de nombreux avantages fiscaux aux investisseurs étrangers. Elles seront aménagées dans les régions d'Alminia, du Sinaï Sud, de New Ismailia, de Gizeh, de Daklia, d'Assouan et de Kafr El Saïk. Et ils vont gagner de nouveaux investisseurs qui viendront s'installer. Et derrière, par effet domino, comme on le dit en économie, ça va créer davantage de flux, non seulement d'investissement, mais en termes de redistribution aussi des richesses au sein de la population. Donc, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue social, il y aura des répercussions positives de ce projet. 1000, c'est le nombre de projets industriels qui devraient abriter les 7 zones franches. Elles pourrait générer 120 000 emplois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.